Bonjour et bienvenue sur Génération Impact, l'émission qui met en lumière les familles entrepreneuriales pour comprendre leur organisation au prisme de 3 cercles, celui de l'entreprise, celui des actionnaires et enfin celui de la famille. Elles nous parlent de leurs enjeux, de leur organisation, de leurs enjeux de transition et de transmission et comment elles intègrent les enjeux de la RSE avec la nouvelle génération à bord. Je reçois aujourd'hui Hippolyte Bouygues du groupe Bouygues Développement. Bonjour Hippolyte. Bonjour Julien, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je me présente, je suis Hippolyte Bouygues, je suis donc membre de la famille de la société Bouygues Développement et on est 4 actionnaires dans cette société. Donc mon père, ses 3 enfants et les 3 enfants, nous on est tous les 3 opérationnels. Donc ma sœur Alexandra, Cécilia, mon autre sœur et puis moi le dernier Hippolyte. On a 2 activités principales à l'intérieur de cette société qui sont une partie événementielle avec des gestions de lieux et d'événements à Paris et aussi toute une partie immobilière dont une grosse partie se situe à l'île Maurice. Génial. Écoute Hippolyte, on est ravis de t'accueillir dans cette émission. Juste pour préciser pour nos auditeurs, ta famille Bouygues n'a rien à voir avec l'autre famille Bouygues dont probablement tout le monde connaît l'histoire. Ouais, non, en effet. Non, c'est Bouygues, B-O-U-I-G-U-E, on n'a pas de S. Il y a souvent des petites confusions et tout ça. Non, mais c'est 2 groupes différents. On n'est pas au CAC 40, on est une plus petite entreprise, mais aussi familiale et aussi avec des grandes valeurs. Génial. Alors, on va commencer la première partie de cette émission, et donc c'est le moment d'une histoire de famille. Est-ce que tu peux nous raconter, Hippolyte, l'histoire de cette famille entrepreneuriale, comment elle s'est créée, et puis on aura le temps de découvrir aussi comment les enfants arrivent dans l'aventure et comment vous vous organisez. Alors, la société, elle a été créée en 2000. Pile poil, par mon père, donc Gilles. Donc mon père, en fait, à l'origine, avait un autre métier. Il était dans les assurances. Il avait une société de courtage d'assurance qui s'appelait TMS Assistance et donc qui était spécialisée dans tout ce qui était plutôt assurance voyage et qu'il a eu pendant plusieurs années. Et pour des raisons de consolidation du marché et tout ça, il a pris la décision à la fin des années 90 de céder sa société au groupe April. Il est resté quelques années à la direction de la société et en fait assez vite ce goût entrepreneurial est revenu. Et d'ailleurs je trouve ça intéressant parce que je vois bien que dans notre échange on parle de famille entrepreneuriale et je pense qu'on a un vrai bon exemple de famille entrepreneuriale. Par rapport à société familiale, voilà, j'aime bien ce côté-là, du côté d'entreprendre. Et donc, il a décidé de se lancer dans une autre activité. Voilà. À travers sa société précédente, il avait beaucoup voyagé, il avait rencontré pas mal de monde, beaucoup d'échanges. Et dans les années 90, quand on veut se rencontrer, quand on veut rencontrer des clients, quand on veut faire des réunions entre soi, et en fait, on se retrouve souvent dans des halls d'hôtel. Et donc à la table d'à côté, on va voir un concurrent, un journaliste ou toute autre personne. Et donc il s'est dit, je vais créer des lieux dans lesquels je pourrais proposer des espaces privatifs avec un service hôtelier, de la confidentialité, et puis on pourra se retrouver là-dedans. Donc en fait, il s'est lancé, donc déjà les 2 axes qui existent aujourd'hui ont été lancés, aussi bien l'axe immobilier, par l'acquisition de biens immobiliers, et puis cette partie événementielle dans en fait l'offre de louer une salle de réunion où on pouvait même louer le bureau à la journée et donc c'est comme ça un peu qu'il a créé en tout cas cette partie qu'à l'époque on appelait plus centre d'affaires. En fait, quand on regarde un peu, on est vraiment en fait aux prémices du coworking. Oui, c'est ça. Alors, nous, on n'a pas été sur le coworking, on a plus gardé après le côté événementiel, voilà, pour différentes raisons et par choix. Mais voilà, je pense que c'était un des premiers sites de coworking parisien. Mais l'idée, c'était vraiment plus d'accueillir des entreprises qui voulaient faire leurs réunions
C'est-à-dire que nos lieux, ils sont présentés comme des appartements, donc c'est-à-dire que vous allez avoir, voilà, vous allez pouvoir faire un déjeuner, vous allez avoir une salle de déjeuner, et puis avec tout un service hôtelier. Voilà, l'idée c'était un peu de créer cet espace-là. Ça, c'est les années 2000. Hein. Ouais, ça c'est la transition en fait, le début de Bouygues Développement, de cette société dans laquelle aujourd'hui on fait tous partie, dans laquelle on travaille tous. Et donc ça c'est sur sa première branche, et voilà un peu comment il a créé ça. Et puis après, on a donc arrivé l'île Maurice, mais j'en parlerai un petit peu après, sur la promotion immobilière, mais pareil, à travers ses voyages, il a eu la chance, à travers l'assurance voyage, il a eu la chance, par exemple, de couvrir souvent des courses comme le Paris-Dakar. Donc il allait souvent sur le Paris-Dakar pour assister en termes d'assistance, porter toute l'assistance. Et donc aussi beaucoup à l'île Maurice. Et puis il a gardé ce lien fort avec l'île Maurice. Il avait eu l'opportunité de rentrer dans l'actionnariat d'une chaîne hôtelière à Maurice. Donc il avait gardé ce lien-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on vient parler d'entreprise familiale, de famille et tout. Et donc, si la famille, elle apparaît un peu comme ça, en tout cas, si la société familiale, elle apparaît au niveau des années 2000, il y a un truc assez rigolo à regarder, c'est qu'en fait, du côté de ma mère, c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. C'est des familles d'agriculteurs du coin de la Beauce. Et qui sont là depuis plusieurs générations. Et moi, j'ai grandi en fait dans cet univers-là. On a grandi dans un moulin qui était à 600 mètres de la ferme de mes grands-parents, dans lesquels vivaient aussi mes cousins avec mon oncle, qui reprenait l'exploitation. Nous, on était là, donc avec mon père, ma mère, mes sœurs. Vous faisiez 2 kilomètres, il y avait la ferme du grand-oncle qui était là, avec pareil ses enfants, ses petits-enfants, puis vous faisiez encore 5 kilomètres, vous arriviez au village d'après, c'était encore la même chose. Et on a grandi en fait dans cet univers familial. Donc je sais pas, j'en ai jamais réellement parlé avec mon père, mais je pense qu'il y a eu il y a une influence. Il y a eu une influence, c'est sûr, en tout cas pour nous, en tout cas pour moi, en tout cas en tant qu'enfant, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer dans l'entreprise, de travailler avec mon père et mes sœurs, c'était pas quelque chose qui m'a semblé incroyable. C'est quelque chose que j'avais eu l'impression de toujours connaître, quoi. J'ai toujours vécu avec mes grands-parents, avec mes cousins, mes oncles, mes tantes. Tout le monde était là dans cet univers-là. Et alors que du côté de ton père, c'est une famille qui est moins large, qui est moins grande. Comment ça... Ouais, du côté de mon père, c'est une famille, c'est une plus petite famille. Ils sont originaires des Pyrénées à l'origine. Et après, en fait, mon arrière-grand-père, qui s'appelait Hippolyte aussi, avait eu qu'un seul enfant, mon grand-père, et puis il était directeur d'une usine d'électricité à Vierzon. Et il s'est tué en voiture dans les années 30. Et enfin bon, je sais pas, ça a pas bien, mais en tout cas, ça a peut-être créé une rupture avec. C'était à l'époque, dans les Pyrénées, je crois qu'il devait être 8 enfants ou un truc comme ça. Donc je sais pas, j'ai jamais trop connu en fait toute cette partie-là. Alors que du côté de ma mère, c'était vraiment hyper intense. Ouais, faire famille, c'était naturel, quoi. On avait fait une cousinade, je crois que c'était il y a à peu près une trentaine d'années, et on devait être plus de 250 en tout. Et sur les 250, je pense que je dirais pas de bêtises, si on était 200 à habiter encore dans un périmètre de 40 km, quoi. Et encore aujourd'hui, moi quand j'y vais, quand je vais là-bas, là, le notaire c'est mon cousin, les propriétaires de golf c'est les cousins, le pharmacien c'est le cousin, voilà, tout le monde est là. Donc et puis il y a une vraie attache familiale qui est importante. Donc je pense qu'il y a quand même, quoi qu'il arrive, mon père parle toujours en bien de ma grand-mère maternelle. Donc je suis convaincu qu'en tout cas c'est un schéma qui lui a plu. Qui l'a inspiré peut-être. Ouais. Et donc ça se passe comment il monte cet ancêtre du coworking, tu nous l'as décrit. Ça fonctionne, il lance Maurice, tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus. Vous, avec tes sœurs, vous arrivez comment? Déjà, tu peux nous dire un petit peu c'est qui l'aîné, c'est qui le plus petit ou la plus petite dans votre fratrie, et toi, comment ensuite tu arrives dans cette aventure? Alors, donc, ma sœur aînée, c'est Alexandra, la cadette, c'est Cécilia, et moi, je suis le petit dernier. J'ai 4 ans d'écart avec la dernière, enfin, bref. Et
la première qui va rejoindre mon père, c'est Alexandra. Et assez vite, en fait, dès qu'il aura identifié le premier immeuble dans lequel il a envie de monter ça, elle va le rejoindre tout de suite aux prémices de l'ouverture. Elle a une formation commerce, marketing. Je pense que ça convenait assez bien. C'était dans les années 2000, il y avait les bulles Internet. Là. Donc avant ça, elle a travaillé justement dans toutes ces espèces de petites start-up là, qui se montaient. Ça paraît lointain maintenant, mais il y avait eu toutes ces histoires au début. Et donc elle l'a rejoint pour lancer cette activité-là. Qui lui a plu, elle est encore là aujourd'hui. Donc là, elle avait quel âge quand elle arrive Quand elle arrive, elle est de 74, donc elle a 26 ans. Okay. Elle a 26 ans, elle a fait 2-3 ans, elle a dû faire 2-3 ans dans des startups. Et puis il y a la startup de son père qui se monte et elle y va, quoi. Exactement. Donc là, elle reste là. Après, toi, tu vois ça comment? Parce que toi, du coup, t'as combien d'écart avec ta sœur? J'ai 5 ans. 5 ans, donc t'as une vingtaine d'années, t'es peut-être encore étudiant. C'est quoi la dynamique pour toi? J'imagine que t'es encore chez tes parents. C'est marrant, en fait, la dynamique à l'époque. Moi, je finis mes études à ce moment-là. Je suis à peu près en train de terminer mes études. Je passe vers 2002 ou un truc. Donc moi, j'ai fait, j'étais à Dauphine, puis après j'ai fait un master de finance à la Sorbonne. Et c'est marrant, je n'ai jamais repensé à ça et reparlé de ça. Et donc il y a eu ce mouvement là, avec mon père, avec ma sœur qui lançait ce truc-là. Et moi je finissais mes études, je préférais plutôt sortir avec les copains. Et voilà. Et un jour mon père m'a dit maintenant il va falloir arrêter de faire la fête. Tu vas te lever le matin et puis tu vas venir et puis tu vas nous rejoindre. Et 3 semaines après, j'ai trouvé un travail à Milan et je suis parti à Milan habiter là-bas. Mais c'est marrant parce que c'est un petit truc que j'avais complètement oublié. Mais donc voilà, non, ma première réaction en effet était de dire non, il faut que je m'en aille, il faut que je parte. Donc moi je suis parti faire de la finance de marché à l'étranger pendant 7-8 ans à peu près. Donc je suis d'abord parti à Milan, puis après je suis parti à Londres. Et dans cette activité professionnelle que j'avais, bon, déjà j'étais en finance de marché, il y a eu les subprimes, moi j'étais dans une activité qui était très volatile là-dessus et tout ça, donc ça a quand même mis un gros coup sur l'activité. Et j'ai demandé de rentrer à Paris, donc je travaillais chez Natixis. Et quand je suis rentré à Paris, je me suis retrouvé dans un univers, et alors vraiment un univers pour le coup qui était très loin de mes valeurs familiales. Okay. Parce que je me retrouvais j'étais déjà avant dans le groupe, mais j'étais dans des plus petites succursales, alors peut-être je le ressentais moins. Et là, en arrivant à Paris, tu étais expatrié. Ouais, exactement. Il y avait un petit côté un peu privilégié peut-être à l'intérieur. Et puis là, en arrivant à Paris, je me retrouve dans cette grosse masse où tout est très politique, où il faut toujours plaire. Et je me souviens d'un jour de ma mère qui me dit tiens, je vais à Paris, Hippolyte, tu viens déjeuner avec moi? Puis je réponds non, je peux pas venir déjeuner, je dois déjeuner de midi et demi à 13h30, je n'aurai pas le temps. Et ça a fait un peu comme un petit choc à l'intérieur. Je me suis dit mais c'est marrant, c'est pas du tout la vie que je connais autour de moi. Et en fait ce schéma très organisé et au final pas constructeur de ses propres projets, pas entrepreneurial, me correspondait pas, m'allait pas. Et après, j'en parlerai peut-être après, et c'est à ce moment-là où j'avais des appels du pied de mon père, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça ouais. Qui me proposait de revenir. Et c'est à ce moment-là en fait où je me suis dit que je me reconnaissais pas dans ce cadre d'être un salarié dans un gros groupe et je me voyais pas. Voilà, j'avais besoin de liberté, besoin d'entreprendre. Ouais, d'entreprendre. De liberté, je passais le bon mot parce que je suis pas sûr. Je pense que j'aurais plus de liberté aujourd'hui en étant salarié dans un grand groupe que maintenant. Mais ouais, plus un besoin en effet d'entreprendre et
de créer des projets, de mettre en place quelque chose, de tenir des valeurs. Alors du coup, comment se fait la bascule là? Ton père te fait des petits appels du pied, mais tu arrives dans quel contexte? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton job? Alors, j'arrive dans quel contexte? Alors, il s'est passé presque 10 ans, on doit être à peu près en 2011. Il s'est passé à peu près 10 ans depuis qu'ils ont commencé leur aventure. Il y a mon autre sœur, donc Cécilia, qui les rejoint aussi très rapidement. Et alors, Cécilia, c'est complètement un schéma différent. Elle a fait agrodéveloppement. On va dire peut-être qu'elle a cette fibre plus de l'agriculteur et de la campagne que nous, parce que maintenant on est tous parisiens. Enfin, on est tous parisiens. À ce moment-là, en tout cas, on est parisiens. Et donc, mon père aussi, dans cette dynamique, je ne sais pas, patriarcale, en tout cas, de vouloir, pas si c'était de rassembler ses enfants, de venir, voit justement avec Cécilia s'il n'y a pas un projet un peu entrepreneurial à faire avec elle. Et en fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, il était actionnaire d'hôtels à l'île Maurice et Cécilia avait fait un stage à Madagascar et puis elle est pas mal en Afrique du Sud aussi. Et ce côté tropical correspondait un peu à ses études, à ses connaissances. Et donc mon père lui a dit, je te propose un truc, on va aller voir, moi à l'île Maurice, je suis actionnaire dans des hôtels, allons voir là-bas s'il y a des développements intéressants à faire. Et donc en fait, ils sont partis tous les deux là-bas. Ils ont cherché des terrains à acheter et en fait mon père, par les connexions qu'il avait localement, a acheté un peu plus d'une vingtaine d'hectares là-bas. Voilà. Ma sœur est restée là, s'est installée sur place, donc elle a fait sa vie, elle s'est mariée avec un Mauricien, elle habite toujours à l'île Maurice et donc elle s'est occupée de développer la partie, s'occuper de ces terrains, de cet aménagement-là. Et puis après, en fait, au même moment, il y avait l'immobilier qui se développait sur l'île Maurice. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail précis, mais l'île Maurice ouvrait la possibilité pour des étrangers d'acheter des biens immobiliers sur place dans des cadres réglementés. Et donc mon père s'est dit, tiens, sur ces 21 hectares, ça serait intéressant d'aller monter ce projet-là. Et donc il a lancé toutes les autorisations, ça lui a pris longtemps. Et les appels du pied qui me sont arrivés, je pense, par un peu... alors je sais pas, donc c'est en 2012, il est de 50, donc il avait un peu plus de 60 ans, peut-être aussi un peu un cap qu'il avait envie de faire. Et donc de me proposer de venir en me disant, voilà, viens dans la société, on a besoin de monde pour tout ce qui est comptabilité administrative et puis aussi pour m'accompagner moi sur toute la partie financière du montage de l'opération à l'île Maurice. Donc moi je suis arrivé dans ce cadre-là en fait, donc sur ce schéma-là. Et l'arrivée dans l'aventure, maintenant avec du recul, c'est ça qui est intéressant aussi, hein. Elle n'a pas forcément été évidente en fait sur les premières années, parce que je suis arrivé donc je sortais de banque, en banque on attend quand même des beaux salaires, on a des beaux bonus, voilà, un peu une vie sympa. Et donc j'arrive là, donc Alexandra, c'est la directrice, hein, c'est elle qui prend les décisions. Elle s'occupe plus de la partie événementielle déjà? Ouais, elle s'occupe de la partie événementielle. On va dire que mon père, à l'époque, il est plus focus sur Maurice. Elle ne s'occupe pas du tout? Pas du tout. Okay. Pas du tout. Il y a une vraie... Mais donc toi, tu viens... Ah oui, mais toi, tu es transversal. Moi, j'arrive en transverse. J'arrive en transverse dans l'idée de comment on peut améliorer la partie événementielle et comment on va monter la structure financière pour le développement sur Maurice. Et donc là, ça se passe comment? Parce que du coup, le système change. Ils sont 2, puis 3, puis toi, tu arrives. Ouais, et puis Cécilia qui a un pied dedans, un pied pas dedans, un pied dedans, un pied pas dedans. Elle a ses enfants, elle est là-bas à Maurice. Donc on va dire qu'ils sont 2 et demi, quoi. Okay. Moi, j'arrive, j'ai une trentaine d'années. Je me dis que... avec du recul, je me dis qu'en fait, je suis quand même encore assez jeune et c'est pas fait. Et donc, j'essaye de me faire un espace un peu là-dedans entre 2 forts caractères, hein, que sont ma sœur Alexandra et mon père. Okay.
C'est de fortes personnalités, donc il faut réussir à prendre sa place là-dedans. C'est pas facile. Tu dirais qu'ils se ressemblent ou pas? Ah ouais, je dirais qu'ils pourraient avoir pas mal de points communs. Ouais, ouais. Ok. Ouais, non, ils se ressemblent. Ouais, 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 sur le côté assez fonceur et tout ça. Ouais, ils se ressemblent. Donc voilà, donc moi il faut que j'arrive à me prendre un peu ma place là-dedans. Il faut que euh, je dois écouter ce qu'on me dit, je dois écouter ce qu'il faut faire. Et donc voilà, je fais des tableaux Excel pour améliorer un truc, pour améliorer ça. Voilà, j'essaie de le placer. Au final, on restructure la partie administrative et ça va, mais j'ai pas encore trouvé quelque chose qui me. Tu sais pas trop ce que tu fais là, quoi. Ouais, j'ai pas trouvé quelque chose qui m'éclate encore. Voilà. Ok. Et puis le temps passe, le développement sur Maurice patine un peu. Je trouve que ça avance pas. Puis en fait, au fond de moi, je trouve surtout que les axes qui sont pris sont pas forcément les bons, que ça va pas dans le bon sens. Voilà. Et donc là, on est fin 2016, début 2017, et donc je vais voir mon père et je lui dis ou je reprends les rênes sur le projet sur Maurice, ou sinon il va falloir que je me trouve que je trouve autre chose, quoi. Je me sentais pas, en fait, je trouvais pas de place, quoi. Il était complètement présent. Et comment il réagit? Et ben alors, une réaction à laquelle je ne m'attendais pas, qui est un oui direct. Alors après, de temps en temps, il faut peut-être faire attention aux oui qui sont directs comme ça. Mais bon, au final, il me dit, ok, d'accord, vas-y. Tu reprends tout, moi j'arrête. C'est marrant dans ce que tu décris parce que moi, lorsque j'interviens dans une famille, je regarde aussi le système familial. Et parce que tu as ces fameux 3 cercles dans les familles. Tu l'as dit tout à l'heure, on parle des familles entrepreneuriales. Il y a l'entreprise familiale, puis il y a la famille entrepreneuriale. Et la famille entrepreneuriale, elle est actionnaire de l'entreprise familiale. Et puis il y a aussi la famille, avec les conjoints, avec son système. On utilise souvent un outil qui s'appelle le génogramme, qui est un outil de psychogénéalogie et qui permet de comprendre en fait ce qui se répète d'une génération à l'autre. Ça peut être des caractères, ça peut être des conflits, ça peut être même parfois des maladies. Donc on regarde comment le système se répète et on essaye du coup de faire émerger cette connaissance et ces informations pour que le système il fonctionne toujours à la perfection, mais dans son imperfection, il y a aussi des dysfonctionnalités qu'on essaie d'améliorer. Et donc, ce qu'on regarde aussi ensuite, c'est la place des enfants dans une fratrie. Et on dit que souvent, il y a un peu 3 rôles qui se prennent. Ils ne se prennent pas d'ailleurs toujours dans l'ordre, mais ça peut. Il y a ce qu'on appelle le bon élève. Et le bon élève, alors ça ne veut pas dire qu'il est bon à l'école. Je dis souvent, moi, que si ton père est trafiquant de drogue, bon élève, c'est d'être trafiquant de drogue, tu vois. Et donc, dans ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est pour ça que je te posais la question. Tu parlais de ton père avec un caractère assez fort, tu parlais de ta sœur avec le même caractère. On sent, entre guillemets, le bon élève vis-à-vis de son père, de quelque chose qui se ressemble dans peut-être son leadership, de son énergie, etc. Il y a un deuxième rôle qui est un rôle de médiateur, qui est souvent pris par un deuxième, mais pas toujours. Et puis, c'est souvent celui qui arrive à naviguer dans toute la famille, qui a souvent même les secrets de famille, et qui arrive à gérer les choses. Ce qui est assez intéressant dans ce rôle-là, c'est que parfois c'est lourd de porter à la médiation de la famille, et donc on se barre très loin pour pas avoir à gérer ça. Il y a des gens qui partent à Milan ou en Angleterre, on pourra en reparler. Et puis il y a ce qu'on appelle souvent l'artiste, qui lui prend, souvent il prit beaucoup de liberté et qui est en contrepoint souvent, que ce soit en rythme ou en positionnement des choses. J'ai l'impression que ça s'incarne plus dans le profil de ta grande sœur, finalement, la deuxième. Ouais, de Cécilia. Voilà. Alors, c'est souvent pris par un troisième, mais là, en l'occurrence, on a l'impression que dans ta famille, le médiateur est le 3. Non, mais je me reconnais complètement dans ce profil-là. En effet, on va mettre Alexandra, bon élève, Cécilia, l'artiste, et moi, le médiateur. Mais je pense que si on nous mettait tous les 3 là et qu'on nous posait tous les 3 la question, je pense qu'on serait, d'accord. On serait OK pour dire que c'est vraiment ce rôle-là, quoi. Et donc, toi, tu prends la main, et là, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pour toi? Alors moi, je prends la main, là. Il la laisse, la main, ton père, ou il te la donne, mais il serre fort?
Alors, au début, il la donne, puis en fait, j'avais pas vu qu'il la tenait et qu'il a serré fort encore. Un peu trop de naïveté, peut-être trop de côté médiateur là-dedans. Donc, je prends ça, je me rapproche. Enfin, Cécilia euh, vient vraiment réellement travailler avec moi, on va dire un peu comme mon bras droit plutôt. Voilà. C'est plutôt moi qui ai pris le lead, elle qui prend le bras droit. Alexandra, elle a son activité sur toute la partie événementielle, centre d'affaires et tout ça. Et moi, je pars là-dessus. Et avant, ça pouvait être un peu compliqué aussi, peut-être pour Alexandra, entre les deux. Et pour moi, ça me permet vraiment en fait de trouver une vraie place. C'est-à-dire que même si je garde le côté un peu Corpo, financier, ouais. corpo au niveau du groupe, localement à Paris, je me suis trouvé en tout cas quelque chose sur avancé. Et puis là, premier élément, première action que je fais, c'est que le programme immobilier à l'île Maurice s'appelait autrefois Montrose, sous mon père, on va dire, et hop, je pars tout et je fais rebranding total. Donc c'est-à-dire, hop, je sais pas, on enterre tout et on ressort tout. Ouais. Et donc voilà, donc là, donc avec Cécilia, une chargée de com qu'on avait recrutée, et 2-3 personnes, on refait tout le rebranding. Donc c'est le domaine d'Ambalaba, donc Ambalaba qui se trouve dans le sud-ouest de l'île Maurice, avec un mot créole, un mot chantant, Ambalaba, puis c'est la chanson de Maxime Le Forestier, voilà, ça fait appel à plein de choses. Et puis là, pour le coup, moi je m'épanouis là-dedans. J'ai vraiment l'impression d'avoir créé, Créer quelque chose. ouais, créé, lancé mon truc. Et donc après, c'est parti, je suis parti là-dedans. Et puis on arrive à lancer le projet. Il y a des moments il y a des moments difficiles, parce que moi j'ai le souvenir on venait d'ouvrir un autre lieu sur Paris. Donc pareil, j'avais accompagné Alexandra dans tout le financement et toute la partie financière pour les aménagements, les travaux et tout ça. Voilà, Alexandra elle était vraiment sur le côté opérationnel sur le truc. Moi j'avais géré la partie économique. Et puis il y a l'inauguration, et là Cécilia est de passage à Paris, puis mon père me dit retrouvons-nous pour déjeuner tous les trois, et donc on se retrouve dans un restaurant, mon père, mes 2 sœurs et moi. Et puis au milieu je vois bien qu'avec mon père c'est un peu conflictuel de temps en temps, évidemment. Enfin évidemment. Et puis là, au milieu du repas, il me dit ouais, je te laisse encore 6 mois, et dans 6 mois je viendrai ramasser les pots cassés, et puis on verra. Et, Comment tu vis ça là, à ce moment-là? puis là il s'est levé, il est parti. Ok. Alors, je vis ça. Mes sœurs m'ont vachement soutenu, enfin m'ont dit mais non, pas du tout, continue. Voilà, je pense que moi c'était le début, il fallait lancer le truc, forcément j'ai certainement dû faire des erreurs. Puis après, je pense que c'était difficile pour lui de se dire ok, en gros toute la partie d'avant, on l'a balayée, et puis on a remis autre chose. Je trouve ça dur quand même, je trouve ça dur. D'ailleurs j'en parle encore maintenant, tu vois, mais je trouve qu'en tout cas, c'est une démarche. Je le raconte parce que je trouve que c'est une démarche intéressante et importante. Aujourd'hui, je ne suis pas en conflit avec mon père du tout. C'est une démarche importante dans le sens de pareil, il faut prendre sa place, quoi. Et là, il me remet un peu au défi. Enfin, il me relance un truc un peu difficile dans la figure, qui, moi, me remotive encore plus en disant je vais y arriver. Aujourd'hui, on a réussi. Enfin, le projet est sorti de terre, continue à sortir de terre, ça avance, ça se crée. Donc maintenant, je le raconte de manière Apaisé. plus relaxe, Ouais. plus apaisée. On va passer dans la partie d'après, et je vais revenir sur ce moment-là. C'est la partie qu'on appelle les 3 cercles. En fait, ce que tu viens de décrire, de ce moment avec ton père et tes sœurs, c'est un classique des familles entrepreneuriales. Et si j'avais été votre conseil à ce moment-là et que j'avais été assis autour de la table avec vous, la question que je vous aurais posée, c'est on est dans quel cercle? Parce qu'en fait, c'est sûr que c'est difficile quand ton père te fait un reproche, mais ton père
as finalement fait une remarque que n'importe quel manager pourrait faire à l'un de ses cadres ou de son comité de direction. Et donc, est-ce qu'on était dans un comité de direction qui déjeunait au restaurant? Est-ce qu'on était dans un conseil de surveillance et d'actionnaires qui discutent des résultats économiques du groupe? Ou est-ce qu'on était en famille et ce qui se jouait, c'était la place de chacun dans la famille? Je ne sais pas comment tu réagis à ce genre de choses. Ouais, non, c'est intéressant parce que, en effet, je pense que ce moment de vie, on va dire, ce moment de vie, ce moment entre nous quatre, n'a pas été identifié, je pense, à aucun moment comme étant un comité de direction, en effet, des actionnaires ou une famille. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'en fait, moi, je l'ai pris, ce moment-là, comme un moment de famille. Et ce qui, je pense, a été difficile, ça a été qui se transforme tout d'un coup en un comité de direction, quoi. C'est-à-dire, en fait, et c'est vrai, alors moi maintenant j'essaye de faire attention, en tout cas quand on se revoit, et puis je pense que quand on se fait des déjeuners, on essaye en tout cas le week-end de pas trop parler de l'activité, et puis moi j'essaye souvent en tout cas de couper. Ouais, de couper, ou de dire à mon père c'est pas le moment là. Non, on fait déjà toute la semaine, ça va. Mais hier soir j'ai dîné avec Alexandra et mon père, on a été tous les trois. Je pense que ça aurait été plus un comité de direction que. Voilà, hier soir c'était comité de direction. Ouais, c'était plutôt comité de direction. C'est marrant parce qu'il y a un Américain qui écrit pas mal de bouquins qui s'appelle Dennis Jaffe, qui est un des grands gourous de la gouvernance familiale. Quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Et, il a cette petite histoire qu'il écrit dans un livre, alors qui est refabriquée, et je pense que plein de gens l'ont reprise, où en fait un père a deux fils dans une entreprise qui vend des bonbonnes d'eau, et il y en a un, ça fly, ça roule, il n'y a pas de problème, et puis l'autre, il fait tout de travers, quoi. Et à chaque fois, il tape à côté. Et donc son père le challenge, et forcément à un moment, il a dû lui dire, écoute, dans 6 mois, si tu n'as pas redressé la barre, on sera obligé de se séparer. Et puis 6 mois après, il convoque son fils dans son bureau et il lui annonce son licenciement. Donc son fils est un peu surpris, mais en même temps il comprend. Et puis ensuite il lui dit bon, j'enlève ma casquette de chef d'entreprise, je prends ma casquette de père. Il paraît que tu as eu une mauvaise journée. Viens, on va boire un coup, comme ça on pourra en parler. Et en fait, tu vois, c'est ça la différence entre ces trois cercles, qui sont parfois gérés de manière inadéquate par les familles, parce que forcément on mélange tout et tout se passe dans la cuisine, notamment quand on est entre cette première et cette deuxième génération, où on est encore au début de l'aventure. Comment vous êtes du coup organisé dans votre gouvernance? Alors c'est probablement très jeune, on en a parlé. Comment vous gérez ces trois cercles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de la structure Non, alors aujourd'hui tout est assez informel. On n'a pas de conseil d'administration, on n'a pas de charte de famille, on n'a pas grand-chose de mis en place. L'exemple que tu donnais là, c'est un peu ça. C'est aujourd'hui, on est un peu perdu entre à quel moment on est dans un comité de direction et tout ça. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment si on veut continuer cette aventure, en tout cas continuer à la faire avancer, il va falloir qu'on se structure et qu'on mette des systèmes en place qui soient bien productifs et qui nous permettent vraiment de pouvoir anticiper pour qu'il y ait une belle succession et qu'il y ait une belle continuité de l'aventure. Alors, aujourd'hui, il n'y a rien de réellement concret qui est mis en place. En revanche, il y a quand même en tout cas beaucoup de choses qui tournent, en tout cas dans mon esprit à moi, et je pense aussi, en tout cas dans l'esprit de mon père, c'est sûr. De mes sœurs, je sais moins si elles sont... si elles s'interrogent sur ça, on n'en parle pas beaucoup. Encore que ça commence à venir, mais déjà on a fait un premier pas qui est un pas financier qui est on a mis en place un pacte du trail. Okay. Donc en fait le pacte du trail, même si au final c'est pas une charte de famille, c'est pas un conseil d'administration, c'est pas faire venir des administrateurs extérieurs pour t'assister, ça t'oblige quand même à beaucoup réfléchir sur ça. Donc là, moi, j'avais pas ma casquette de directeur d'emballage, j'avais ma casquette d'administratif
du groupe. Et donc c'est moi qui ai mené un peu tout ce pacte du trail et la donation. En fait, on a fait aussi les donations à ce moment-là. Et c'était très intéressant, c'était prenant, ça a pris du temps. Enfin, c'était pas un simple papier à signer. On était accompagné par, je crois que c'était le cabinet Lefebvre qui nous a accompagnés pour faire ça. Enfin, je me souviens, on avait un autre conseiller fiscaliste, on a dû envoyer un rescrit à Bercy pour être bien sûr que tout cadrait, parce qu'on avait cette problématique du fait qu'on ait pas mal d'immobilier aussi à l'intérieur, donc il fallait que tout ça fonctionne. Et quand on parle du pacte du trail, on parle forcément de succession. Alors aujourd'hui, on parlait de succession, enfin aujourd'hui, hier, on parlait de succession de G1 à G2. Mais dans un coin de la tête, forcément, on se dit qu'il faut une suite et que ça sera intéressant. En tout cas, je crois qu'aucun de nous le montre pour que demain, ça en reste là, quoi. Ça en reste là, ouais. En tout cas, il y a combien de G3, du coup, qui sont apparus depuis? Alors en G3, on a fait les choses bien, on a fait 2-2-2-2, donc okay. On en a deux chacun, donc ils sont 6. Ils sont 6 et ils ont entre 18 et 7 ans. Bon, génial. Donc ça se rapproche quand même. Donc ce que je te propose, c'est qu'on passe dans la dernière partie de cette émission. C'est le moment de Génération Impact. Donc il y a 6 petits-enfants, entre 7 et 18 ans, donc chacun 2-2-2. C'est intéressant quand il y en a 3 x 2 comme ça, parce qu'il y a un sujet dans les familles entrepreneuriales. Bon, d'abord, c'est pas toujours le cas. C'est pas non plus toujours le cas que les 3 enfants aillent travailler dans l'entreprise familiale. Ouais, donc là, ton père, il a déjà fait strike, hein, il a emmené tout le monde. Et il y a peu de chances que dans les 6, tout le monde aille dans l'entreprise familiale. Alors moi, je l'ai déjà vu. Une famille où il y avait, pour le coup, 2 tontons, qui avaient 7 enfants, et 7 enfants travaillaient dans l'entreprise familiale. Ouais. Et c'était rigolo parce qu'ils étaient 7 co-dirigeants. Donc, quand je travaillais avec eux, ils disaient en fait, quand la décision est facile à prendre, ça va vite. Et puis, en fait, dès qu'on n'est pas d'accord, ce qui est OK, en fait, ça ralentit, ça repousse et on n'arrive pas à prendre des décisions. Donc, ils ont eu besoin de dire à un moment, non, en fait, il nous faut un patron. Et donc, il faut un patron pour le cercle de l'entreprise. Il faut une structure sur le cercle actionnarial où on peut décider, mais en tant qu'actionnaire. Ouais. Et puis, il nous faut une structure du conseil de famille, parce qu'il faut aussi peut-être qu'on parle des conjoints, il faut peut-être aussi qu'on parle des enjeux civils, fiscaux. Là, typiquement, ta sœur qui est mariée avec un Mauricien, elle va avoir des enfants qui seront franco-mauriciens. Et donc, du coup, ton pacte du trail, il va aussi avoir des impacts différents sur les conjoints et sur les petits-enfants en fonction de comment ils s'adressent et ils se structurent. C'est ce qu'on appelle la finance internationale et tous les enjeux qui peuvent y être associés. Donc, comment vous projetez ça avec tes sœurs? Il y a un sujet sur, on appelle ça l'affectio societatis de la famille, ou un sujet sur faire famille, parce qu'en plus ta sœur habite à Maurice, toi tu es un peu entre les deux, je crois. Ouais. Comment vous faites? Quel est le projet? Alors, on est quand même très proches. Déjà, moi, je suis quand même en contact quasiment quotidien. C'est vrai que je reprends ce côté de médiateur, mais moi, je suis quasiment en contact quotidien avec mes 2 sœurs, et donc indirectement avec les enfants. Et donc, je pense que tous les enfants sont très liés à l'activité. Je voulais rebondir sur un petit point, là, quand tu disais justement tous les enfants. Je sais pas, on a une particularité, c'est qu'on a plusieurs activités. Ce qui donne aussi une possibilité aux différents enfants de pouvoir un peu choisir à l'intérieur d'activités qui leur plairaient. Enfin, en tout cas, ça leur donne une gamme plus importante. Donc, il y a la partie événementielle, il y a la partie construction. Parce que sur Maurice, en plus de ça, on est parti sur un projet immobilier, mais un peu comme souvent ça se passe dans ces petites îles. On a fait le projet de promotion immobilière, et puis là, on a ouvert un restaurant, parce qu'il y avait un restaurant, puis donc on a géré le restaurant, puis comme il fallait vendre les biens immobiliers et qu'il y avait d'autres offres, on a ouvert une agence immobilière. En fait, Cécilia, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ça, mais en fait, Cécilia, elle s'occupe
pas du tout de la partie de la promotion immobilière. Elle a une pépinière sur place, donc on a une pépinière avec plante endémique, une trentaine, plus de 30 000 pieds, je crois, voilà, qu'elle vend un peu partout sur l'île. Et puis maintenant, on a monté une société de construction. Donc pour l'instant, qui construit essentiellement pour nous, mais on regarde quand même aussi pour aller construire ailleurs, je pense, assez prochainement. Donc rien que là-dedans, on recrée encore des métiers. C'est pour ça que franchement, famille entrepreneuriale, je vais le mettre en énorme. En fait, c'est intéressant, je te coupe, parce que les académiques, ils font beaucoup d'études pour savoir comment faire pour aider les familles entrepreneuriales à passer les générations. Et tout le monde cherche la sauce secrète pour que ça fonctionne. Or, on va parler du FBN après, tu connais les chiffres comme moi, en France c'est 20-22% des entreprises familiales qui arrivent à se transmettre à la génération d'après, donc c'est très peu. Dans le reste du monde c'est un peu plus, souvent pour des questions fiscales. En France, nos ETI, 5 000 en France, mais 10 000 en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, donc on a moins bien réussi qu'eux. Mais ce qu'on sait et ce qu'ont découvert les académiques, c'est que celles qui arrivent, elles font quelque chose que ne font pas les autres. Elles développent une orientation entrepreneuriale distinctive à chaque génération. En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire que tu racontes, c'est que finalement, Alexandra, elle arrive, alors tu ne l'as pas dit d'ailleurs, mais dans ces lieux événementiels, vous avez acquis le bateau phare, qui est un endroit mythique à Paris, et vous en avez fait, vous avez rendu vivant ce lieu qui probablement apporte beaucoup de souvenirs à certains dont moi. Et donc je suis ravi que cette histoire continue, mais elle fait partie de cette aventure entrepreneuriale. Quand toi tu dis à ton père je vais arrêter le Mont-Rose et je vais faire en bas là-bas, et que tu décris finalement tu tires sur la ficelle et il y a un restaurant, ta sœur elle fait une pépinière, finalement cette orientation entrepreneuriale elle est intrinsèque, vous semez des projets entrepreneuriaux, et effectivement quand tu adresses la nouvelle génération, tu peux leur offrir deux chemins. Soit tu leur offres le chemin des entreprises familiales, en leur disant il y a ça, il faudra s'en occuper, qui en veut. Et ils vont y mettre leurs graines et leur empreinte. Soit ils n'ont pas envie, ils ont besoin de plus de liberté. Et ils ont envie de développer leur propre orientation entrepreneuriale, et il te faut une plateforme financière pour les aider à projeter leur propre projet, et qui ne seront pas dans l'entreprise familiale, qui sont peut-être à l'extérieur. Ça fera une nouvelle branche qui pourra arriver. Mais c'est vrai. Bon, après, je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas aller trop s'éparpiller dans tous les sens, et essayer quand même un peu de rester bien concentré. Mais donc voilà, j'ai entendu une ou deux fois un de mes neveux qui disait tiens, moi j'aimerais bien aller travailler là-bas plus tard. Voilà. Après, je sais pas, aujourd'hui je sais pas du tout. Le plus grand vient de passer son bac, donc maintenant il va commencer ses études d'ingénieur, je crois. Et donc on a encore quelques années à voir, mais ça va passer vite si on parle dans 5-6 ans. Moi, il y a autre chose sur mon expérience, et tu as dit qu'on allait parler du FBN tout à l'heure, et c'est une grosse source d'inspiration pour moi. Mais dans mon expérience, je trouve quand même que le fait d'aller travailler dans une autre entreprise, dans un autre lieu, avec une structure sur laquelle il n'y a pas d'affection statiste et tout ça, c'est important. C'est structurant. Ouais, c'est structurant. C'est un classique dans les chartes familiales. Beaucoup de chartes familiales disent que pour travailler dans l'entreprise familiale, il faut avoir fait 5 ans à l'extérieur, ou il faut avoir été manager à l'extérieur, et il faut avoir telle typologie de diplôme, etc. Moi, je trouve, parce que c'est vraiment hyper important de pouvoir être confronté aussi à un moule qu'on ne peut pas essayer de déformer parce qu'on connaît, parce que c'est notre mère, c'est notre père, c'est le tonton, c'est l'autre cousin, c'est le grand-père. Qui peut fabriquer un prénom à l'extérieur. Ouais, exactement. Et donc c'est aussi pouvoir tout de suite apporter une vraie une plus-value, ou en tout cas quelque chose qu'on a appris à l'intérieur de la société, plutôt que de l'apprendre directement dedans. Bon, tu nous l'as décrit, on arrive tranquillement sur la fin de cette émission, on a encore un petit temps ensemble. Le défi pour vous, on le sent bien, c'est de vous structurer, et donc je sais que vous êtes beaucoup impliqué au FBN, et pour nos auditeurs, on rappelle que le FBN, c'est le Family Business Network, c'est une association qui regroupe des membres d'entreprises familiales, de première ou multigénérationnelles, et qui apporte finalement un cadre
confidentiels, structurants, pour aider ces familles à structurer leurs enjeux de gouvernance. 2-3 000 membres, je crois, si je dis pas Ouais, de on est un peu plus de 250 familles, et non, ça doit être même plus de membres que ça. Ok. Toi, qu'est-ce que ça vous apporte, ou qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu y fais au FBN? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors le FBN, c'est le Family Business Network, comme tu disais. C'est une association en France qui regroupe les entreprises familiales. Donc, on ne fait pas de lobbying du tout, c'est vraiment que sur... Oui, c'est pas politique. Non, c'est gouvernance et transmission, mais c'est aussi une association qui existe dans une trentaine d'autres pays. Donc en fait, c'est une association mondiale au final. Et moi, je suis impliqué dans le bureau. Donc on est six personnes dans le bureau, que des membres d'entreprises familiales diverses. Ça va de la grande entreprise à des plus petites entreprises. Et l'idée, c'est de se retrouver et d'échanger sur beaucoup de sujets qui sont alors le pacte Dutreil, un sujet qui revient souvent au niveau fiscal, comment monter sa charte familiale, les administrateurs externes, la place des conjoints à l'intérieur de l'entreprise, un autre sujet extraordinaire, les conflits dans l'entreprise. Et donc c'est des moments d'échange confidentiels dans lesquels en fait chacun donne un peu ce qui se passe chez lui et vient puiser chez l'autre les bonnes pratiques à mettre en place. Et moi, alors ça va faire 10 ans que je suis dans l'association. C'est mon père un jour qui m'a présenté Charles Robinet-Dufault, Okay. qui m'a proposé de venir. Et puis je suis venu d'abord, je représentais ce qu'on appelle la Next Gen. Maintenant, j'ai passé largement le cap de la Next Gen. Maintenant, je suis dans la Now Gen, donc ceux qui sont opérationnels à l'intérieur de l'entreprise. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, que tu sois une entreprise de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de 4 milliards, et bah, tu vas retrouver la même problématique sur le conflit, sur comment se gouverner. Voilà. Alors après, moi, je suis membre du bureau du FBN, mais je peux être pas assez organisé parce qu'on n'a en effet pas de charte familiale. Mais j'ai plein de choses dans ma tête qui tournent et qui mettent en place. On avait évoqué l'idée au moment du pacte Dutreil et tout ça de faire venir des administrateurs extérieurs à l'intérieur d'un conseil d'administration. C'était en 2020, après est arrivé le Covid, le machin, le truc. Puis je pense qu'il faut qu'on arrive à prendre du temps aussi pour nous, parce qu'aujourd'hui on est tous dans l'opérationnel. Et ce qu'on voit bien, c'est que l'opérationnel, moi j'ai 45 ans, quand t'as 45 ans, l'opérationnel c'est du non-stop, quoi. Et donc il faut se créer des moments où on doit pouvoir se poser. Et comme je venais aujourd'hui parler de ça ce matin, j'ai vu ma sœur et je lui ai dit il faut qu'on arrive à se poser et à parler de ça et à essayer de structurer. Donc le FBN, donc, où je suis très présent. Mon père, il va aussi assez souvent. Et là, au mois de mai, pour la première fois, il a ramené mon neveu qui vient de passer son bac, là, donc qui a 17 ans, qui va avoir 18 ans. J'ai pas eu le temps d'échanger avec lui pour savoir s'il avait trouvé ça intéressant ou comment il avait pris un peu tout ça. Mais je l'appellerai tout à l'heure. Comme ça, je saurai comment s'est passé le bac et comment s'est passé son entretien. Mais voilà, c'est plein de... Moi, j'ai une avant-dernière question avant de clôturer cette émission. C'est comment vous abordez les enjeux de RSE et surtout, je crois que vous avez un projet de philanthropie ou de fondation Ouais. Que j'aurais bien aimé que tu puisses nous partager. Alors, sur toute la partie RSE... c'est marrant parce que le RSE, on a l'impression que c'est quelque chose comme ça qui arrive de nouveau et tout, mais je pense que quand tu es familial et faire attention à l'autre, c'est quelque chose qui est important. Et donc tout ce qui est durable et tout ça, je pense qu'on a toujours... ça va dans ce sens-là. Donc sur l'activité à Paris, voilà, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Après, c'est... Des gestes comme voilà, il y a plus de plastique, il y a plus de bouteilles en plastique, on ne travaille qu'avec des traiteurs qui respectent tout ce qui est durable, toute la nourriture à la fin qui il y a 5-6 ans était jetée à la poubelle en plateau entier, aujourd'hui c'est trié,
c'est renvoyé, ça permet de nourrir d'autres gens, ça part à la ferme. Donc il y a une vraie conscience là-dedans. Donc ça, c'est évidemment appliqué. On a parlé aussi, ma sœur, elle m'a parlé un peu de Bicorp, de tout ça. Et tout ça. Pour l'instant, on n'a pas poussé plus que ça. Mais c'est sur la liste. Ouais, c'est des choses qui partent. Et après, sur Maurice, oui, ça va beaucoup plus loin, à l'île Maurice. À travers le développement d'Ambalaba. En fait, le programme immobilier qu'on fait à l'île Maurice, il a une réelle particularité par rapport à tout ce qu'on fait. Donc nous, on vend des villas et des appartements. Mais quand mon père, a voulu se lancer là-dedans, quand il s'est lancé dans ce projet, son idée, c'était de se dire, OK, je ne veux pas faire juste des appartements, des villas, les vendre et puis partir à côté, et puis refaire des villas. L'idée, c'était de créer un lieu de vie. Et puis, quand il a cherché des terrains à acheter, il a voulu les prendre à côté d'un petit village de pêcheurs. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il aime, c'est aller se balader dans le village, discuter avec le pêcheur, partir sur la barque, aller pêcher des ourites. Voilà. Et donc, tout le projet est créé sur l'intégration de ce village à l'intérieur du projet. Donc, c'est-à-dire que il y a le développement des villas et des appartements, mais il y a aussi, on fait toute une zone commerciale. Il y a à peu près 2500 mètres carrés de zone commerciale. Et en fait, toute cette partie commerciale, elle est en trait d'union, on va dire, entre le village et la partie résidentielle. Et pour amener ça, pour établir le dialogue avec les gens du village, on a en effet monté cette fondation localement. Parce qu'on ne pouvait pas dire, ah bah tiens, nous on va vous intégrer, mais voilà, c'est juste le mot, on vous intègre, on est content, et puis voilà. Non, donc en fait, on a monté cette fondation, et donc c'est une dame qui s'occupe de la fondation avec nous, et en fait, l'idée c'est de créer ce lien avec les gens du village. Donc aujourd'hui, à la sortie de l'école dans le village, tous les mardis et les jeudis, on offre un moment aux enfants, des ateliers. Alors ça va être des ateliers sur l'éducation, sur la prévention sur la drogue, la prévention sur l'alcool, sur l'hygiène. Ça va être des ateliers ludiques. Ça va être leur proposer de faire du paddle sur la mer, de découvrir le kitesurf. Enfin voilà, des éléments qui sont devant eux, mais sur lesquels ils n'ont pas forcément accès. Et puis après, on a aussi un groupe d'adolescents qu'on accompagne. On essaye de les accompagner, de leur faire des sorties un peu plus loin sur l'île. Après, ça a lancé le club des parents, parce que quand on discutait avec les enfants, on se rendait compte qu'il y avait des parents où il y avait des problématiques qui n'allaient pas. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 80 parents qui se regroupent une fois par mois et on leur amène un sujet précis dessus. Là, la dernière... Et donc maintenant, c'est quand même d'essayer de structurer ça. Voilà, là on est parti des enfants pour retourner sur les parents. En restant sur les enfants, là, la semaine dernière, quand j'y étais, on a fait avec une autre entreprise qui est à côté du village, on a fait des donations à un centre de boxe, de gants de boxe, dentiers, de casques et tout ça. C'était hyper émouvant, parce que c'est le gars qui dirige ça, c'est un gars qui a gagné la médaille d'or du Jeu des îles pendant 5 années de suite. Et lui, bénévolement, il donne des cours aux enfants 3 fois par semaine, voire plus, il les amène. Et puis, c'est une grande générosité. Donc d'aller apporter ça, on est très content. Et puis, l'idée, elle est d'aller plus loin encore, c'est d'aller aider les petits commerces dans le village à s'améliorer, pour que demain, ils puissent vivre de leur commerce et que ce village de Baie du Cap devienne un lieu touristique, social, et un peu un exemple. Mais déjà, en tout cas, ce que je vois et ce que j'entends, déjà le développement qu'on fait là-bas est déjà un peu recopié par d'autres projets locaux sur cette intégration. Bon, c'est ce qu'on appelle le capital sociétal des familles entrepreneuriales, social et environnemental, en plus du capital financier et réputationnel. Ouais. Et je ne sais pas s'il reste encore un petit peu de temps, mais sur ok. Ce que j'aime bien, c'est la théorie du donut, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a tout ce côté au cœur du donut, justement, qui sont la santé et tout ça, et voilà, qu'on ne prend pas assez en considération. Ouais. Le plafond environnemental et le plafond social. Exactement. Qui est au milieu du donut. Ouais. On arrive à la fin de cette émission, et traditionnellement, on aime bien demander à notre invité si l'entreprise familiale était un membre de la famille, à part entière,
qui serait-il ou qui serait-elle pour toi et de quelle génération? Alors, si c'était un membre de la famille, je sais pas, il faut lui donner Ouais, c'est important de lui donner un sexe. Non, c'est toi qui décides. J'aurais du mal à dire que si c'est un homme ou une femme. Moi, j'ai envie de dire que il y a mon père, mais je suis avec mes 2 sœurs, alors non, j'aurais du mal à lui. Je sais pas, comme ça j'aurais dit une femme, mais je sais pas pourquoi. Voilà. Après, sur quelle place je lui donne dans la famille, c'est rigolo comme question parce que j'avais déjà entendu cette question sur les interviews précédentes et je m'étais posé la question et je m'étais dit, ah là là, mais en fait, est-ce que cette question, elle est vraiment propre à... Enfin, je veux dire, la réponse est vraiment propre à chacun, quoi. Ouais. J'imagine que pour mon père, ça serait certainement un enfant. Bah, pour moi, non, j'aurais du mal à dire que c'est un enfant. Ça peut pas être mon père, parce que c'est pas lui qui me dit. Ouais, je sais pas, ça sera peut-être... Alors, j'aurais mis un garçon, un grand frère qui m'accompagne, quoi. Voilà, c'est le frère que j'ai pas eu. Génial. Hippolyte, merci beaucoup Merci. de ta présence aujourd'hui, très inspirant pour, je pense, plein de familles qui vous ressemblent. Et c'est l'occasion de vous remercier, de vous dire au revoir, vous remercier d'avoir suivi ce nouvel épisode de Génération Impact, de remercier également toutes les équipes techniques pour le formidable travail qu'ils font à monter ces émissions. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode de Génération Impact. Au revoir.